Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel et amical du Bureau confédéral et de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly. Je te remercie Yves et l'ensemble du bureau pour votre invitation. C'est avec plaisir. J'étais venu en 2010, c'était déjà une AG également. Donc merci de votre invitation, enfin au nom évidemment du bureau confédéral. Puis écoute, félicitations pour l'innovation. Donc je repars avec ça. Et donc bravo pour votre innovation. Hier, l'Auvergeon à Bercy présentait son rapport sur les 7 priorités pour la France en matière d'innovation. J'en rajouterai une 8e, c'est les présentations des AG syndicales sous la forme que vous venez de le présenter. Donc merci de votre invitation. Je constate que la présentation qu'a faite Yves, qu'a priori évidemment vous connaissez puisque c'est la situation de l'emploi et la situation dans le public comme dans le privé au niveau de votre département, est à peu près la même que celle que nous constatons partout. Alors je fais une exception, c'est les départements qui sont chefs-lieux de région. Parce que généralement, les départements qui sont chefs-lieux de région arrivent à garder de l'administration et des services publics parce que vous avez un phénomène de régionalisation. Donc de ce fait-là, quelque part, ils pompent, entre guillemets, sur les services et les administrations des départements à proximité, qui ne sont pas chefs-lieux de région. Ça maintient de l'activité de service public. Et puis, on sent qu'on a une attraction, du coup, entre guillemets, métropolitaine, puisque c'est le projet de loi, d'ailleurs, de décentralisation, et en termes d'activité, au chef-lieu de la région. Donc, la ville-centre, sur des grosses régions, arrive à peu près à s'en sortir. Du coup, les communes avoisinantes et l'agglomération aussi. Par contre, les départements plus ruraux ou les départements à côté, non chef-lieu de région, s'ils n'ont pas la chance historique d'avoir par exemple, je sais pas quoi moi, l'aéronautique ou bref une implantation historique en termes d'activité, sont en train simplement de mourir parce qu'il n'y a pas d'autre mot en matière d'activité. Et quand vous ajoutez à ça, parce que votre exemple le rappelle, je trouve très intéressant. Ça peut paraître étonnant que syndicalement on dise ça pose un problème d'avoir une garnison entière ou un site militaire qui disparaît, parce qu'on pourrait se dire, bon, a priori, c'est l'affaire des militaires, le sujet n'est pas franchement syndical, sauf que les conséquences derrière, c'est que si vous avez 1000 militaires qui s'en vont, c'est potentiellement 5000 personnes qui s'en vont, c'est-à-dire leur famille, et du jour au lendemain, c'est des fermetures de classes supplémentaires, c'est des fermetures de commerce, c'est des fermetures d'activités, c'est des zones qui sont simplement en matière d'activité complètement rayées de la carte du jour au lendemain, et il ne reste plus que les privés d'emploi, les demandeurs d'emploi, et puis les retraités, parce que y compris, d'ailleurs, il n'y a plus forcément de service public pour les études, ça crée plein de difficultés, ça crée une désertification du service public et une suppression de toute activité. Donc, toutes ces réformes-là, malheureusement, on les côtoie et on les rencontre dans l'ensemble des départements aujourd'hui partout en France. Les camarades, il y a 2 ans, maintenant, ou il y a 1 an, 3/4, vous vous souvenez la France était en campagne d'élection présidentielle et qu'il y avait notamment un candidat qui s'est présenté comme le changement c'est maintenant. Donc il y a 1 an et demi, on nous expliquait penser le changement. Aujourd'hui, il faut changer le pansement. Ou plutôt, il faut changer les pansements, parce que les plaies en matière de politique sociale, de politique économique sont malheureusement extrêmement nombreuses. Mes camarades, ne nous trompons pas. Si vous reprenez les propos que nous tenions et les écrits que nous avions au niveau de la Confédération, personne n'était dupe. Et à FO, vous le savez, on a appelé à voter pour personne et on a appelé à voter contre personne. Parce qu'on savait malheureusement que l'exemple tel qu'on l'avait dans les autres pays montrait que même s'il y avait une alternance droite-gauche, gauche-droite, ce que vous voulez, etc., voire des espèces de trucs bizarroïdes comme en Allemagne, la politique restait systématiquement la même, c'est-à-dire qu'on a un nouveau gouvernement, depuis 2012, une nouvelle majorité qui applique les mêmes politiques que la majorité précédente, selon le triptyque ou les 3 mousquetaires de la misère. Les 3 mousquetaires de la misère en continuité, imposés par les marchés financiers, imposés par l'Europe, à quel que soit le responsable politique, c'est 3 mots: austérité, compétitivité, flexibilité. Vous prenez ce que vous voulez, vous enlevez les politiques dites sociétales.
Exemple des problématiques genre mariage pour tous, etc. Ça, c'est de la politique sociétale. Tout le reste, politique économique et sociale, le cadre est fixé, quel que soit l'homme ou la femme qui est dirigeant politique et quelle que soit sa majorité, et sa couleur politique, par 3 maîtres mots. Austérité, compétitivité, flexibilité. De façon systématique. Il n'y a pas d'autre solution, ça leur est imposé. Mes camarades, ces 3 mousquetaires de la misère, comme les 3 mousquetaires, ils sont 4. Vous avez un 4e terme, le terme qui... Alors, c'est la sobriété. Alors, sobriété, pas au sens... de toute façon, j'ai vu que tu étais à l'eau, mais bon, de toute façon, l'apéro à FO, c'est statutaire, donc on est tranquille, on est sauvé là-dessus. Mais la question de la sobriété, c'est un terme qui masque aujourd'hui deux termes beaucoup plus fondamentaux, la question de la rigueur et la question de la décroissance. La question de la décroissance, je suis dans l'Est, ça conduit à dire qu'on peut fermer une usine qui pollue, par exemple des hauts fourneaux, et que ce n'est pas la catastrophe, parce que ça fait moins de pollution, certes ça fait moins d'emplois, mais ça évite de produire des éléments polluants. Ça conduit à ce que M. Mittal, lorsqu'il ferme ses hauts fourneaux, l'Europe, au titre de la décroissance, lui fait des chèques avec l'argent des contribuables européens, français comme les autres, pour avoir fermé son usine et avoir rejeté moins de CO2 que ce qu'il était autorisé à faire. On paye M. Mittal pour non seulement arrêter de la production à l'échelle européenne ou à l'échelle française ou à l'échelle d'un bassin d'emploi, et en plus pour mettre dans le chômage des centaines et des milliers de personnes et leurs familles, au motif que l'activité qu'il avait doit être supprimée du fait de la rigueur et de la logique de décroissance. Lorsque vous êtes avec certains responsables politiques aujourd'hui et que vous parlez de l'histoire de Fessenheim, au-delà de l'absurdité totale de dire du jour au lendemain, en 5 ans, enfin c'est-à-dire du jour au lendemain, je vais fermer une centrale nucléaire, sauf que je ne sais pas par quoi je remplace la production d'énergie. Mais on nous dit, ça va vous obliger, à la limite, excusez-moi d'être caricatural, je vais vous couper le courant, ça va vous obliger à faire des économies. Bah oui, t'as plus le courant. On ne se préoccupe pas de savoir comment on va remplacer la nécessité de pouvoir avoir de la production d'énergie pour la production courante. On annonce qu'on va fermer, y compris avec des conséquences environnementales absurdes. Les Allemands, qui s'alimentaient sur Fessenheim, qu'est-ce qu'ils font? Ils réouvrent le charbon. Ah ben c'est vrai qu'en matière de pollution et en matière de rejet de CO2, l'efficacité de la politique, là, elle est absolument merveilleuse, mes camarades. Mais donc, au titre de la décroissance, on vous dit, alors le on, c'est le gouvernement, hein. Notre interlocuteur, c'est pas le on au café du commerce, hein. C'est publiquement, on vous dit, bah ouais, il y a 8000 emplois qui vont être supprimés à Fessenheim. Mais bon, c'est des emplois du nucléaire. Et alors? Donc c'est pas grave. Au titre de la décroissance, c'est pas gênant de sacrifier 8000 emplois. Je pourrais poursuivre les exemples. Il y a eu un débat, vous l'avez peut-être suivi, le débat national sur la transition énergétique, qui s'est ouvert au mois de septembre dernier, enfin il y a 1 an, et qui s'est conclu, enfin qui s'est terminé au mois de juillet 2013. Mes camarades, durant ce débat, si vous voulez la position de FO, vous avez 40 pages d'analyse et de position de FO dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Je parle de FO confédération. Vous avez évidemment chacune des fédérations, genre Fédération de l'énergie et des mines qui a sa position parce qu'elle est très évidemment impactée, la Fédération des métaux, etc. Mais la confédération a, comme sur la décentralisation, comme tout, il y a 70 analyses confédérales sur le site confédéral qui vous donnent la position confédérale. Je ne rentre pas dans le débat, dans le détail, mais si vous voulez une analyse confédérale sur la transition énergétique, c'est sur le site, c'est officiel, c'est public. Mais mes camarades, vous avez au titre toujours de cette sobriété et donc de cette décroissance, des interlocuteurs gouvernementaux qui vous répondent au fait que vous leur rappelez qu'il y a en France à peu près 8 millions de personnes en précarité énergétique.
8 millions de personnes, d'hommes, de femmes, de personnes âgées, d'enfants, qui ne peuvent pas ni s'éclairer, ni se chauffer, ni se déplacer, parce qu'ils ne sont pas en capacité financière de le faire. Et la réponse qu'on vous donne au titre de la décroissance, et je vous assure que c'est vrai, c'est certes, c'est malheureux, mais ça fait des économies. La réponse publique, c'est ça. Demain matin, t'as pas les moyens de te loger, et ben te loge pas. T'as pas les moyens de te chauffer, ben te chauffe pas. T'as pas les moyens de manger, et ben mange pas. Et effectivement, ça fait des économies, on change le modèle soi-disant productif. Mes camarades, c'est pour ça que je dis, ne tombons pas dans le panneau de la terminologie sobriété. La sobriété, c'est pas la campagne de pub à laquelle, la campagne publique à laquelle tout le monde peut adhérer, de dire vous quittez une pièce, vous fermez la lumière. À la limite, oui, ok, très bien, pratique normale, etc. Ou vous baissez le chauffage si vous partez 15 jours, je sais pas quoi. Bien sûr, c'est pas ça derrière la sobriété. Derrière la sobriété, vous avez une tentative de justifier des politiques de rigueur et donc de baisse d'intervention publique, et vous avez des tentatives de justifier une logique de changement de modèle au titre de la décroissance. Et nous avons pris une position très claire de dire de ce point de vue-là que, à Force ouvrière, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas favorables avec ces politiques de décroissance. Et donc, de ce fait, avec la terminologie dite de sobriété, au-delà de la question de l'apéro, bien évidemment. Les camarades, austérité. Ça fait des mois, des années, que nous rappelons que nous sommes opposés à ces politiques d'austérité qu'on nous impose de plus en plus depuis 2008. Mes camarades, vous avez remarqué que les politiques d'austérité nous sont imposées par le précédent gouvernement, comme par celui-là aujourd'hui, depuis à peu près 2008, c'est-à-dire, vous savez, après la crise des subprimes. Je vous rappelle très simplement que la crise des subprimes, c'est les marchés financiers et les banques qui, pendant des années, spéculent sur du vide avec l'argent que l'ensemble des particuliers, vous, nous tous, leur confions, c'est-à-dire avec l'argent des autres. C'est toujours plus facile de spéculer. À un moment donné, ça pète parce que c'est sur du vide. Tout le monde disparaît. Du jour au lendemain, il faut dégager 92 milliards pour sauver les banques. Avec votre argent. On sauve les banques qui ont fait faillite de votre argent, sans vous prévenir, avec votre argent. Mais à partir de ce moment-là, si vous dégagez 92 milliards pour sauver les banques, vous faites un léger trou au niveau du bilan de l'État et des budgets de l'État. Ça se comprend, 92 milliards, ça commence à être une somme. Et alors on vous dit, et c'est là que le tour de passe-passe est extraordinaire, tu viens de sauver la vie du régime, du système financier, parce que c'est nécessaire, sinon tout le monde s'effondre en même temps. Mais donc tu viens de t'endetter pour pouvoir sauver ce système-là, et on t'explique, tu as vu ton niveau d'endettement ? Va falloir le rembourser une troisième fois. Mes camarades, on est dans une situation où, sans mauvais jeu de mots, c'est comme les Grecs qui s'en sont pris 5 de suite et qui vont à reculons, si je peux me permettre au niveau de la Grèce, mes camarades, simplement parce que le thermomètre qu'on veut leur enfiler, y compris les Grecs comme en France, est complètement faux. On est en train de demander aux gens de rembourser le trou qu'ils ont créé pour pouvoir sauver ceux qui ont dépensé leur argent sans les prévenir et qui, de fait, l'ont dilapidé. Donc c'est simplement insupportable. Alors on nous explique, et ça vous l'entendez de plus en plus, qu'on ne peut pas léguer aux générations futures un tel niveau d'endettement national. Et on fait une comparaison avec, et là pour le coup, oui, le thermomètre on nous le met où je pense, et il est complètement faussé. On nous dit, vous avez un niveau d'endettement en France qui est de l'ordre de 86% du produit intérieur brut. Là, vous êtes irresponsable en fait. C'est très grave ce que je dis. Donc je vais le redire et là vous... Oh, d'accord, bon. Hein, ouais, c'est parce qu'il y a une journaliste. Hein, donc elle va dire après...
FO, ils sont responsables, hein. Je le refais. On est à un niveau d'endettement public de 86% du PIB. Eh ben, on s'en fout. On s'en fout complet. Simplement parce que ça n'a aucun sens. Je vous prends un exemple qui, je vous assure, est le bon exemple, mais que vous n'entendrez jamais à la télé, ou du moins dans le discours général qu'on veut bien nous expliquer avec les pseudo-économistes néolibéraux. Mes camarades, demain matin, vous avez besoin, peu importe, de 30 000 euros, 40 000 euros pour votre maison, pour acheter une maison, pour acheter une bagnole, pour le gamin qui part faire des études. La vie fait que vous avez besoin, là, à un moment donné, d'un emprunt pour je sais pas quoi, la vie. Ok ? Vous avez 40 000 euros à emprunter à la banque. Vous étalez le niveau de l'emprunt et son remboursement en fonction, bien évidemment, du revenu du ménage ou de votre revenu sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous comparez le niveau d'endettement, les 40 000 euros, sur votre revenu produit sur une année, ben vous êtes à 150% de votre PIB. Peut-être à 300% du PIB, bande de pauvres SMIC. Oh non. Mes camarades, ce qui n'a pas de... Et d'ailleurs, si vous pouvez le rembourser sur une année, ben vous empruntez pas si vous l'avez en cash. Ça n'a aucun sens de comparer votre niveau d'endettement sur la richesse produite ou récupérée par le ménage sur une année. Encore une fois. Et ben c'est la même chose à l'échelle d'un État. Comparer un niveau d'endettement sur le PIB, qui est la richesse produite intérieure par les travailleurs d'ailleurs, hein. Ceux qui produisent la richesse, c'est les travailleurs. Sur une année, ça n'a pas de sens, surtout que vous prenez en compte des niveaux d'endettement qui sont passés, éventuellement qui datent de 40 ans, qui s'étalent sur des décennies, ou sur lesquels, à l'instant T, vous avez emprunté X millions supplémentaires sur les marchés, et qu'évidemment, le remboursement s'étale potentiellement sur 50 ans. C'est comme lorsqu'on nous dit en 2008, je suis à la tête d'un État en faillite. Le même mec, le même Premier ministre, qui, à la fin de l'année, dégage les 92 milliards pour sauver les banques, hein. Petite parenthèse. Mais mes camarades, un État en faillite, vous allez licencier les citoyens ? Qu'est-ce que ça veut dire un État en faillite ? C'est la même chose que comparer le PIB, ça veut rien dire, sauf à faire peur. Alors le troisième élément de thermomètre, c'est le A. A. On va perdre notre triple A. On est à AA. A. Il manque qu'on soit à ZZZ, hein, parce que, mes camarades, plus on baisse en termes de notation, plus les marchés sont prêts à payer pour qu'on emprunte. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus sûr qu'un État. Il n'y a pas plus sûr qu'un État. Un État, il ne disparaît pas. Un État, il ne fait pas faillite. Ça n'a aucun sens, cette espèce de logique de crise des dettes souveraines. Il n'y a aucune crise des dettes souveraines. Il y a un point de démarrage qui est que la finance incontrôlée, sans réglementation, dérégulée, fait n'importe quoi avec l'argent des autres, avec l'argent des travailleurs produit chaque année, et qu'on est obligé, soi-disant, de rembourser leurs conneries, mais de façon permanente, et de remplir un puits sans fond, qui est le niveau d'endettement, encore une fois, totalement artificiel. C'est pour ça qu'on est contre ces politiques d'austérité, parce qu'elles ne font que remplir un trou où certains, au bout de la chaîne, se gavent, alors qu'il n'y a pas de problème. On nous dit, faut réduire le niveau d'endettement, faut alléger et pas être à 86% du PIB, et on nous dit en 2000, l'objectif de toutes les politiques aujourd'hui en France, c'est d'aboutir à 0,5% de déficit du PIB, 0,5% du PIB de déficit annuel. En gros, ne plus emprunter chaque année. Qu'est-ce qu'on sera content en 2017 lorsqu'on sera à 0% de déficit public annuel ? On sera vachement fiers. On sera tous morts, mais on sera vachement fiers. On sera mort, guéri d'une maladie qu'on n'a jamais eue. C'est la stricte réalité. C'est la stricte réalité que l'application des politiques d'austérité, mes camarades. C'est pour ça que nous disons que l'austérité est insupportable. Parce qu'elle est injustifiée au démarrage.
au-delà d'être une erreur sociale, une erreur économique et même une erreur démocratique, j'y reviendrai, le fondement même de toute politique d'austérité est totalement injustifié et mensongère. Donc ça n'a pas lieu d'être, mes camarades. Et la réalité économique, elle est celle-là. Si vous ne voulez pas faire confiance aux analyses de FO, c'est pas à vous qu'il faut que je dise, vous leur faites confiance, bien évidemment. Si vous ne voulez pas aller voir le site de FO, si vous ne voulez pas aller écouter les discours FO, allez sur un site, et je le dis d'autant plus facilement que ce ne sont pas des syndicalistes. Vraiment pas. Allez sur un truc qui s'appelle les économistes atterrés. Vous tapez économistes atterrés, et vous, c'est pas des revendications syndicales, c'est pas des syndicats. C'est des économistes. De tous bords, y compris des néolibéraux. Seulement eux, vous ne les verrez pas à la télé. Parce qu'effectivement, vous avez des keynésiens, des libéraux, des néolibéraux, etc. Sauf que cette démonstration-là, que je fais peut-être de façon simple, mais pas simpliste, ils vous l'argumentent beaucoup plus fondamentalement que ce que je dis là aujourd'hui, et elle est imparable. Alors mes camarades, hein, oui, FO fait pas de pub pour les économistes atterrés, mais ça vaut le coup de temps en temps de regarder ailleurs et de se rendre compte de ce qui se passe. Et sans mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'il y a des économistes qui sont atterrés et qu'il y a des politiques qu'il faudrait enterrer. Mais bon, bref, peu importe. Mes camarades, cette austérité, elle tue. Elle tue. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, on nous disait « Attendez, on verra bien, c'est nécessaire, sinon génération future et tout. » On avait dit « Ça va être la catastrophe. » Prochaine intention. Ok, très bien. Je reste sur les Grecs, parce que les Grecs, c'est ceux-là auxquels, quelque part, c'est une sorte d'expérimentation. Les Grecs ont servi d'expérimentation aux politiques d'austérité, au motif, il est vrai, qu'ils n'avaient pas que un problème d'endettement depuis des années, mais qu'ils avaient eu aussi des magouilles politiques, ça c'est une réalité, qui avait conduit à effectivement un niveau d'endettement qui était, lui, pour le coup, totalement injustifié. Mais les Grecs, aujourd'hui, mes camarades, lorsqu'on dit l'austérité va tuer, l'austérité tue en Grèce. Vous en êtes aujourd'hui à plus de 4 personnes sur 10 qui sont déclarées pauvres, aujourd'hui, hein, au sens du BIT, au sens des organisations internationales du travail. Vous avez, entre 2008 et aujourd'hui, plus 23% de suicides. Vous avez plus 28% de meurtres. Il n'y a plus de police. De meurtres pour survivre. C'est la loi de la jungle. Il n'y a plus de services publics, y compris en matière de sécurité. Moins 40% sur le niveau des salaires moyens en 5 ans. Moins 40%. Autant sur les minima sociaux et les minima retraites. Il n'y a plus de minima retraite, mes camarades. Et le chômage, puisqu'on est censé guérir, on est censé faire la diète, ne plus manger, faire de la décroissance, ne plus respirer, pour nous sauver. Le chômage, lorsque démarrent les politiques d'austérité en Grèce, 7,2% de chômeurs, aujourd'hui 28%. 40% chez les jeunes, 60% chez les jeunes, qu'est-ce que je raconte ? 60% de chômeuses chez les jeunes en Grèce. Si vous gardez le thermomètre complètement faussé dont je parlais tout à l'heure, même celui-là montre qu'il est absurde en termes de résultats. L'Espagne, lorsqu'elle démarre l'année suivante ses politiques d'austérité absolument drastiques et imposées, l'Espagne, elle est à un niveau d'endettement public extrêmement faible. Elle est parmi celles qui est les États européens les plus faibles. À 60, de mémoire, 64% du PIB d'endettement. Ils sont à 140%. 4 années de politique d'austérité, explosion justement du niveau d'endettement. Là, ils guérissent même pas de la maladie qu'ils n'avaient pas, mais par contre, ils sont morts. Au demeurant d'ailleurs, comment vous voulez rembourser un truc lorsque vous ne travaillez plus et que vous êtes morts, mes camarades? Excusez-moi, mais à un moment donné, ça suffit, les conneries et les absurdités. C'est un non-sens social, parce que ça tue des hommes et des femmes, pas uniquement des emplois et la croissance, ça tue des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées partout en Europe, mes camarades. Ça conduit à une absurdité économique totale, parce que si vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de consommation, si vous n'avez pas de consommation, vous n'avez pas de croissance. Si vous n'avez pas d'intervention publique, vous n'avez pas d'activité pour pouvoir donner le cap et créer de l'activité privée. Donc ces politiques d'austérité sont un non-sens social, un non-sens économique, un non-sens démocratique, mes camarades. 10%, les conclusions de ça, pour ceux qui sont encore vivants,
c'est que 10% des Grecs votent pour un parti nazi. Pas nationaliste. Nazi. C'est qu'en Espagne, y compris des syndicalistes, font des manifestations monstres en ressortant les drapeaux franquistes. En vous expliquant très clairement qu'il vaut mieux une bonne dictature nationale et du souverainisme plutôt que le diktat des marchés et de l'Europe. En Italie, pendant 2 ans, on a un pays qui est dirigé par qui? Quelqu'un qui est élu? Non. Un banquier. Goldman Sachs, peu importe. Un banquier nommé, donc le pays est sous tutelle des marchés. Le jour d'ailleurs où on passe à l'élection, le mec, il est balayé. Par contre, il y a 30% des Italiens qui votent pour un clown qui passe à la télé. Attendez, les conséquences démocratiques. Alors ouais, la France. Ah ben non, mais la France, c'est bon, tout va bien. Démocratiquement. Ouais, on en parle fin 2014 après les élections. Ou après une première explosion en Bretagne, régionaliste, avec plein de saloperies derrière. Ah, faudra pas demander aux organisations syndicales de maîtriser quelque chose, mes camarades. Ou d'encadrer quelque chose, ou de permettre d'avoir une revendication claire, et une fois l'obtention des revendications, de sortir du mouvement. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est quand ça va péter, ça va péter. Avec des intérêts particuliers, politiques et compagnie derrière, qui vont entretenir. Ah, mais on nous fait des grandes manifestations contre le poujadisme, contre le racisme, ou contre etc. Mais tout le monde est d'accord. Seulement, c'est pas parce que vous faites une grande manifestation, y compris main dans la main, CFDT, CGT, que vous allez avoir un changement. Le changement, c'est de changer les politiques économiques, c'est d'arrêter les politiques d'austérité, c'est de redonner aux chefs de l'État, hommes ou femmes, gauche ou droite, la légitimité de mettre en œuvre la politique sociale, la politique économique qui est la sienne et pour laquelle il a été élu. Et non pas une politique dictée par des technos à Bruxelles ou par des banquiers au niveau des marchés financiers. Parce que sinon, à un moment donné, c'est le soulèvement. C'est 2 vengeances. Dans les urnes et le soulèvement. Il ne faudra pas venir demander aux organisations syndicales, comme ça a été critiqué en Espagne ou au Portugal, pourquoi vous n'avez pas cadré le truc? Mais parce qu'on ne peut pas. C'est simplement plus possible. Et quand vous, en plus, vous avez, comme ça a été le cas au Portugal, ou comme c'est le cas en France avec la CFDT, un joyeux mélange entre le pouvoir en place et le syndicat, ça vous fait passer dans les tous pourris. Le syndicalisme devient l'une de ces institutions qui accompagne le mouvement et qui accepte l'austérité en ne revendiquant plus, mes camarades. Je l'ai dit certainement il y a 2 ans, 2 ans et demi lorsque j'étais là. Je m'excuse de le redire, mes camarades. Mais si on se met à inscrire comme certains, non plus la revendication parce qu'on n'ose plus, mais la position dans la nécessaire maîtrise des déficits publics, alors ça veut dire que vous acceptez le retour de l'esclavage et que vous acceptez de négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet. Et en ce qui nous concerne, il n'y a pas de retour de l'esclavage et il y a un refus systématique, bien évidemment, de ce diktat de l'austérité, parce que c'est un non-sens économique, parce que c'est un non-sens social, parce que c'est un non-sens démocratique. Les conséquences de ces politiques d'austérité, la première, il y en a plein, sur les services publics. Entendons-nous bien, mes camarades du privé. Je fais une approche confédérale, interprofessionnelle. Moi, dans ma boîte, dans le secteur privé, on constate, et vous avez constaté, qu'il y a moins de contrôleurs du travail, qu'il y a moins d'inspecteurs du travail, qu'il y a moins de contrôleurs sanitaires, qu'il y a moins de services publics pour nos déplacements, y compris professionnels ou domicile travail. Bref, le service public, nous, en tant que salariés du privé, usagers, je ne parle pas de citoyens quand on rentre à la maison, etc., où là c'est pire. Eh bien, rien que si vous prenez l'approche salarié usager du service public, les conséquences sont immédiates. Le contrôleur du travail, on en a besoin. L'inspecteur du travail, on en a besoin.
Et lorsqu'on nous dit qu'il faut aller à Nancy, voire demain, je ne sais pas où, à Paris, tant qu'on y est, pour pouvoir avoir un contact, mes camarades, eh bien, indéniablement, c'est un affaiblissement en tant qu'usager de nos droits, du respect de nos droits, en tant que salarié, usager du service public. Or, les conséquences de ces suppressions d'effectifs, bien sûr, le fonctionnaire en tant que tel, eh ben, le poste du copain, du camarade, du collègue qui n'a pas été remplacé, ça fait une tâche de boulot supplémentaire. Celui qui a été muté d'office à Nancy, eh ben, c'est la merde pour lui, pour sa famille, pour je sais pas quoi. Donc, il y a les conséquences, bien sûr, pour l'agent, pour le fonctionnaire concerné par cette politique de rigueur, mais tous les usagers, y compris les salariés, eh ben, on s'en prend plein la gueule aussi en matière de conséquences de cette baisse du niveau de service public. Alors on nous explique, vous vous souvenez, que la RGPP, on avait écrit le livre noir de la RGPP en 2011. Là, on va écrire, alors je fais une parenthèse, si tu me permets Yves, on va écrire un truc genre, j'ai pas le titre, mais le truc est commencé, en gros, désertification territoriale des services publics. Ce qu'on voudrait faire, c'est mettre en avant à l'hôpital, dans le secteur de la santé, dans tous les secteurs publics, y compris les collectivités locales, signifier la baisse de l'implantation territoriale des services publics. Pour me faire comprendre, si vous avez des exemples concrets, et c'est sûr qu'il y en a, au-delà de l'histoire, par exemple, de la caserne de Merci. Bon, bref. Si vous avez des exemples concrets, blague mise à part, en disant à la limite sur le départ, je parle pour les camarades de la Poste, je ne sais pas s'il y en a, mais genre dans le département de la Meuse, il y a 10 ans, je dis n'importe quoi, je ne connais pas par définition, il y a 10 ans dans la Meuse, il y avait 150 implantations postales. Aujourd'hui, 10 ans après, il n'y en a plus que 75. Je dis n'importe quoi. Je veux dire, ça, éventuellement il y a des relais, mais il y a des relais. Oui. Il faut aller chez le boulanger pour récupérer son. Donc c'est bien ce que je dis. C'est bien une suppression de l'implantation postale. Bref, ça c'est intéressant. C'est important de le montrer. Le nombre de classes qui a fermé. À la limite, une baisse de service public, c'est pas forcément une suppression de la gare. C'est une transformation des arrêts. Vous aviez un arrêt RER dans cette gare, TER, pardon, dans cette gare, il a été supprimé. De fait, certes, il existe encore une gare, sauf que pour l'usager, Tintin, maintenant, il fait 40 km de plus parce que l'arrêt sur la ligne de 8h30, elle a été supprimée. Donc, si vous avez des exemples concrets, des exemples de gendarmerie, des exemples de commissariat, des exemples de classe, des exemples d'école, des exemples de bases militaires, des exemples d'hôpitaux, des exemples de maternité, donnez-les à l'UD, s'il vous plaît, début 2014, que Yves et l'UD puissent les remonter à la Confédération et qu'on puisse alimenter ce livre noir de la désertification territoriale des services publics, qui, à mon avis, s'il est aussi bien utilisé que pour le livre noir de la RGPP, devrait nous assurer une bonne couverture médiatique et en plus, last but not least, devrait nous servir pour les élections dans la fonction publique en 2014, où vous avez quand même 5,3 millions de fonctionnaires et d'agents publics qui vont tous voter en même temps. Ça vaudrait le coup qu'on essaye de garder notre première place dans la fonction publique d'État. Du moins, ça ne peut pas faire de mal d'avoir en plus un support qui nous permette de maintenir le rang qui est le nôtre, à savoir la première place, mes camarades. Je ferme ma parenthèse, mais si vous avez des exemples, vraiment, faites-les remonter. Si des départements ruraux, avec les conséquences qu'a donné Yves tout à l'heure et que vous vivez, ne nous font pas remonter ces exemples-là, excusez-moi, mais alors, effectivement, c'est pas à Strasbourg, c'est pas à Nancy, c'est pas à Marseille, c'est pas à Bordeaux qu'on va avoir l'impact aussi fort, certainement, que ceux qui existent, à mon avis, chez vous et dans votre département. Vous vous souvenez qu'on nous a dit, la RGPP, c'est terminé. Donc les 561 mesures qui n'étaient pas terminées de la RGPP, on les arrête. Thermomètre. On les termine. On rajoute les assemblées, alors les PMMS, je ne rentre pas dans le détail, on rajoute, en gros, on en est à 1000 mesures. La RGPP, 561 mesures en mai 2012. Aujourd'hui, 1 an et demi après, 1000 mesures. La MAP, modernisation de l'action publique, c'est la RGPP++, mes camarades. En termes de conséquences de services publics, en moins, c'est ça que je dis. En termes d'effectifs, on nous expliquait, et ça a été, alors là, il n'y a rien à dire là-dessus, pardon, j'ai tenu promesse avec les Français. Bon, bref.
Le 1 sur 2, il l'a appliqué. Le 1 sur 2, il l'a appliqué. 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, puisque le budget 2012 est évidemment validé et voté par la majorité précédente. Au demeurant, je constate que la promesse en mai 2012 d'une loi de finances rectificative pour corriger, thermomètre. Hein, bon, bref, ok, en l'occurrence, il y en a peut-être qui y croyaient, mais bon, peu importe. Le 1 sur 2, il a été appliqué. Alors on nous dit, il y a un an, été 2012, le 1 sur 2, c'est terminé. Maintenant, c'est moins 3% de masse salariale dans chaque ministère. Alors, pour sortir vos cahiers, allez hop, interrogation. Sachant que le gouvernement de droite appliquait le 1 sur 2, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite, dans une administration avec 100 retraités, combien j'en recrute? Facile, 1 sur 2. 50, vous n'êtes pas bon en maths. Hein. Déjà, vous êtes irresponsable, en plus, vous n'êtes pas bon en maths. Alors, vraiment, un scandale. Même question. Sur les 100 départs à la retraite, moins 3% de masse salariale. Allez-y, faites le calcul. Vous savez pas, moi non plus. Alors, je vais vous donner le résultat. Mes camarades, c'est édifiant. L'application concrète du 1 sur 2 dans tous les ministères, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Chaque année en moyenne. En termes, ça se traduit par une masse salariale réduite dans chaque ministère de 1,5%. On passe donc, comparons les choux et les carottes avec les carottes, on passe donc de moins 1,5% chaque année dans chacun des ministères à moins 3%. Puisque vous êtes visiblement pas fort en maths, je vous le dis, j'y ai passé tout le week-end, ça fait le double. On passe de moins 1,5% à moins 3%. Résultat, quand vous remontez pour comparer le 1 sur 2, y a-t-il des camarades de la défense? Je vous demande d'applaudir le grand vainqueur de la soirée. D'ailleurs, je me demande si t'es pas le dernier, parce qu'il ne va plus en rester qu'un, avec ce qu'on a entendu, etc. Bref, blague mise à part. Ministère de la Défense. Le taux de non-remplacement est de moins 4,5 non-remplacement pour 5 départs à la retraite. Encore un effort et on est à 100%. Sauf que, et tu me démentiras si je dis des conneries, le projet de loi de finances 2014 prévoit à nouveau un record absolu en matière de suppression d'effectifs au ministère de la Défense, sauf que pour la première fois, ils vont être obligés de taper sur les effectifs militaires en 2014. C'est-à-dire qu'on a touché l'os de l'os de l'os de l'os. On peut plus prendre sur les effectifs civils. C'est même plus possible. Donc on prend même sur les effectifs militaires. Je ne vous demande pas de juger, c'est un constat. Et on nous explique qu'on va intervenir en Centrafrique et compagnie. Je ferme ma parenthèse, hein. Je ferme ma parenthèse, mes camarades. Hein. Bref, hein. Les mêmes nous expliquaient qu'on pouvait faire des économies sur la défense en septembre 2012. C'était les mêmes qui nous expliquaient qu'on intervenait en urgence au Mali et qu'on n'avait pas les moyens suffisants. Je ferme ma parenthèse. Donc pour la première fois, on va attaquer sur les effectifs militaires. Mais donc le grand vainqueur, ministère de la Défense. Ensuite, c'est vrai, numéro 2 du top 50, c'est des ministères pas prioritaires. Je le reconnais. Le travail, l'emploi, tout le monde s'en tape, hein, excusez-moi. La santé, hein, bon, tout le monde s'en fout, hein, bien évidemment. Alors l'aménagement du territoire, l'équipement, l'entretien, etc. Alors ça, alors moi personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. En l'occurrence, ça ne m'intéresse absolument pas. Mes camarades, vous vous retrouvez dans une situation où ces ministères-là, éminemment prioritaires, 4 non-remplacements sur 5 départs à la retraite. Vos contrôleurs du travail en moins, ministère du Travail, vos inspecteurs du travail en moins, ils sont là, hein. Et ça ne va pas s'arranger avec le budget 2014. Moins 15 milliards d'économies, moins 15 milliards de services publics en moins en 2014. Et on s'en félicite, parce que la Commission européenne l'a demandé. On est des bons élèves, nous. On rend moins 15 milliards parce qu'on nous les a demandés. Alors qu'on est dans cette situation-là. Alors la comparaison de la RGPP, c'est terminé. C'est le 1 sur 2 à comparer avec 4 non-remplacements sur 5 départs à la retraite en moyenne. Alors, je serais totalement, à la limite, critiquable si je ne parlais pas de l'éducation nationale. Parce que vous pourriez me dire, c'est trop facile d'attaquer
et de parler des moins, puisqu'il paraît qu'il y a des plus. Il y a des ministères prioritaires, mon cul. Il y a des missions prioritaires. Quelques missions prioritaires. Et camarades, vous êtes au ministère de l'Intérieur. Vous êtes policier. Normalement, peut-être plus 1000 emplois. Peut-être. Peut-être. Déjà, si on les met tous à Marseille, ça suffira pas. Bon, bref. Mais plus 1000 emplois. Je le dis pas à l'UD de Marseille. Courageux, mais pas téméraire. Les camarades, plus 1000 emplois. Ah bon, bah ok. Ah bah, tu vois, il y a du plus. Ok. Vous êtes en préfecture ou en sous-préfecture. C'est le double effet qui se coule. Hein. Vous prenez les moins 3% de masse salariale, plus le fait qu'il faut en donner sur la mission prioritaire qui est de la police. Ça veut dire que quand vous êtes dans un ministère où il y a une mission prioritaire, mais que vous n'êtes pas sur la mission prioritaire, c'est la double peine. Ça se traduit par quoi, mes camarades? Lorraine, Alsace, expérimentation de suppression de sous-préfecture. Vous aurez donc, en Alsace et en Lorraine, moins 7 sous-préfectures très prochainement. Pour améliorer le service public, bien sûr. Ben, on fait toujours mieux quand on est moins. C'est super connu. Simplement pour absorber le fait que vous êtes sur la mission sous-préfecture qui est dans un ministère où il y a une autre mission dite prioritaire. Mais au final, le moins 3% de masse salariale au ministère de l'Intérieur, il s'applique. C'est ça que je veux vous dire. Donc la réalité du plus, en fait, elle est absorbée dans un moins global à l'échelle du ministère. Quant aux 60 000 postes à l'éducation nationale, emploi jeune, contrat aidé, précaire et révocable, 2-3 ans. Emploi statutaire? Non. Résultat des courses, mes camarades, RGPP, 2007-2012, moins 400 000 emplois publics en France. Mieux que la crise. Moins 400 000 emplois publics en France. 2012-2017, impact de la MAP, du moins en termes de projection aujourd'hui, on ne s'était pas trompé beaucoup. Hein. On avait dit moins 350 000 en 2008, au final de la RGPP AFO. On nous avait traité de cinglés. C'est vrai, on s'était trompé de 50 000. C'était moins 400 000 au final. Je reconnais, on s'est trompé. Donc là, on va rester dans la sous-estimation probable. Moins 200 000 emplois publics supprimés du fait de la MAP. 2007-2017, 10 ans, 2 gouvernements différents, 2 majorités différentes. Moins 600 000 emplois publics en France. À un moment donné où le chômage n'a jamais été aussi important, à un moment donné où les services publics, où l'intervention publique n'a jamais été aussi nécessaire, à un moment donné où effectivement on s'interroge sur les demandeurs d'emploi qui n'ont pas de boulot et sur les jeunes qui n'ont pas de boulot, mes camarades. C'est une absurdité totale. C'est digne, comme disait l'autre à Davos, hein, c'est digne de patron voyou, mes camarades, que de procéder comme ça au niveau de l'État. Moins 600 000 emplois publics en 10 ans. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'on puisse sortir du marasme économique, du marasme social dans lequel on est? Au-delà des services publics, contre-réforme sur les retraites. Alors là, mort de rire. Hein. Mort de rire. Ah non, pas trop. Vraiment, ah si, mort de rire. Ah bah attends, mort de rire. On critique la réforme sur les retraites parce qu'on va surtout pas en 2010, parce que c'est un scandale de reculer l'âge légal du départ à la retraite à taux plein. C'est un scandale, mes camarades. Là, on ne va pas toucher l'âge légal. D'ailleurs, au demeurant, vous vous souvenez, on est à 62 ans. Il n'y avait pas une promesse de retour à 60 ans? Enfin, c'est pas grave. Le changement, c'est un jour peut-être. Enfin, on verra, plus tard. Mais on laisse 62 ans. Mais on passe de 41 annuités et demie de cotisation à 43 années de cotisation. Alors, reprenez vos cahiers. Mes camarades, aujourd'hui, en moyenne, le jeune rentre, c'est des données de l'INSEE, c'est pas des données FO. Le jeune, en moyenne, il rentre dans l'emploi, sur son premier emploi, à 43 ans, à 23 ans et demi. À 23 ans et demi, excusez-moi. Son premier emploi stable, soit en CDI, soit statutaire, est à 46 ans et demi. Oh merde, à 26 ans et demi, j'y arriverai pas. Mes camarades, qu'ils aient fait des études ou pas, 23 ans et demi ou 26 ans et demi pour le premier emploi stable. Mais comme je vous aime bien, je vous le fais à 23. Tiens, ça évitera de fourcher. 23 une fois.
23 adjugés. C'est facile. 23 plus 43, vous n'êtes pas bon en maths, mais on dépasse les 62. Et tout ça dans l'hypothèse où, bien sûr, notre jeune ami a une carrière linéaire de cotisation permanente de ses 23 ans à ses 66 ans. Ça tombe bien, le marché de l'emploi n'a jamais été aussi florissant, la flexibilité est complètement exclue de l'économie du pays, et de toute façon, du jour au lendemain, on peut changer d'emploi tellement il y a d'offres aujourd'hui sur le marché. Donc on est bien d'accord qu'en matière de durée de cotisation, il n'y a aucun souci, ces 43 années se feront en toute quiétude et en cotisation permanente. Donc ça, vous prenez à un bout. La situation économique aujourd'hui. Maintenant, vous prenez à la sortie. Ceux qui tentent aujourd'hui de prendre leur retraite. Aujourd'hui, un Français sur deux du secteur privé qui prend sa retraite est privé d'emploi. 1 sur 2. Privé d'emploi, généralement chômeur de longue durée, et donc avec une baisse de cotisation puisqu'il part à la retraite en décote. Inévitablement, comme ce sera le cas de toutes ces générations sacrifiées. Mes camarades, la situation de l'emploi et des retraites va même jusqu'à démontrer la légitimité de notre revendication. Sur les salariés du privé qui prennent leur retraite aujourd'hui, la durée moyenne de cotisation pour ces salariés qui partent en retraite est de 37 annuités et 9 mois. Et on leur demande d'aller jusqu'à 43. Ça veut dire qu'ils ont 6 ans, 5 ans dans les mirettes de décote au niveau de pensions qui sont déjà super basses parce que pas revalorisées. Et ça démontre la légitimité de la revendication FO permanente, y compris du dernier congrès confédéral de 2011, non pas d'augmenter la durée de cotisation, mais de revenir à 37 annuités et demie. La démonstration aujourd'hui, c'est même pas la revendication qui est légitime, elle est faite aujourd'hui par la réalité des marchés de l'emploi. 37 annuités et demie, retraite à taux plein à 60 ans. Ça fait la 5e, maintenant ça va faire la 6e réforme qu'on va nous imposer depuis 20 ans et sur laquelle on nous dit allongement de la durée de cotisation et donc de fait recul de l'âge légal pour partir à la retraite à taux plein, mes camarades. Les conséquences sont qu'on n'a que des décotes. Les conséquences, c'est que 66 ans, 70 ans, pour avoir une retraite à taux plein, c'est la retraite des morts, inévitablement. C'est travailler, comme l'a dit Yves tout à l'heure, jusqu'au bout, au sens physique du terme, mes camarades, alors même que depuis 2008, l'espérance de vie en bonne santé ou sans invalidité est maintenant repassée sous les 62 ans. On est à 61 ans et 9 mois en espérance de vie en bonne santé pour les hommes dans ce pays, mes camarades. Et ça a baissé d'1 an depuis 2008, notamment eu égard à la fois aux politiques d'austérité et aux suites de la crise et aux contre-réformes successives sur les retraites. On est dans une aberration totale d'avoir un allongement de la durée de cotisation de 41 annuités et demie à 43 ans. C'est au contraire revenir en dessous parce que la réalité du marché de l'emploi fait que c'est simplement pas possible autrement. Et que de ce fait-là, 20 ans de réforme avec la même logique, allonger de la durée du travail systématiquement en dépit de tout sens économique, mes camarades. Pour quelle économie? Pour quelle plus-value? Alors attention, hein. Le niveau de la caisse familiale de la sécurité sociale, retraite, pourrait être déficitaire de 7 milliards en 2020. Putain, vraiment, j'y arriverai pas. Hein. Bon, en même temps, j'y arrive jamais. Mais bon, c'est pas grave. C'est rassurant en même temps. Heureusement que vous imaginez les mecs où on serait mal. Mes camarades, moins 7 milliards. Vous savez, on a sauvé, le gouvernement a sauvé une banque, Dexia, en 2 mois, en trouvant 6 milliards et demi. Je ferme une parenthèse. Comparaison n'est pas raison. Ok, je fais une parenthèse.
Alors Nostradamus nous a appris que 7 milliards en 2020, le même qui n'est pas capable de vous donner le taux de croissance dans 2 mois. Ouais, tout à fait. Mais il sait qu'en 2020, on sera à moins 7 milliards. Alors moi, j'ai pas mandat pour faire des pronostics. Par contre, j'ai mandat pour vous rappeler que l'augmentation du chômage et la baisse du niveau de l'emploi depuis 10 ans a conduit à ce que la branche famille perde 14 milliards. Mais camarades, il n'y a pas de problème sur la branche famille et son financement. Il n'y a pas de problème sur notre régime de retraite. Il y a un problème d'emploi. Il n'y a pas d'autre problème. Vous avez de l'emploi. Vous avez des équilibres sur les régimes sociaux. Il n'y a aucun débat. Vous avez le niveau de cotisation suffisant si on arrête en plus les exonérations de cotisation, mes camarades, 31 milliards par an. Tiens, on n'a qu'à puiser dans les 31 milliards par an, qui conduisent d'ailleurs systématiquement à une augmentation du niveau de chômage, pour récupérer nos 7 milliards s'il y a un problème. Mes camarades, il n'y a pas de problème sur les retraites. Il n'y a pas de problème sur le régime par répartition. Il n'y a pas de problème sur notre système de retraite dans le public comme dans le privé. Et quant à l'excuse de dire « je vais vous prendre d'un côté l'allongement de la durée de cotisation pour vous donner de l'autre », mais mes camarades, on n'est pas dans la soft law, sert à la CFDT, on n'est pas sur du donnant-donnant, on ne considère pas comme à la CFDT que les travailleurs ont obtenu suffisamment de droits pour pouvoir en rendre, de manière à en récupérer peut-être, probablement des nouveaux. Mes camarades, ce qu'on voit concrètement, c'est que allonger de 41 annuités et demie à 43 ans, c'est tout le monde qui va en prendre plein la gueule. Sauf qu'on nous dit potentiellement, il y aura une prise en compte de la pénibilité et de l'égalité homme-femme. Mes camarades, c'est pas un sujet retraite, la pénibilité. Le sujet pénibilité, c'est un sujet de l'emploi. C'est un sujet des branches. C'est un sujet des entreprises. À la limite, excusez-moi, c'est naïf ce que je vais dire, mais c'est pour me faire comprendre. Le jour où le dossier pénibilité est traité, c'est lorsqu'il n'y a plus de métier pénible. Parce qu'on a traité des conditions suffisantes en matière de conditions de travail pour éviter la pénibilité des métiers. Là, vous êtes en train de dire que peut-être le mec qui a eu, ou la fille qui a eu un emploi pénible pendant 2-3 ans, s'il n'est pas mort, il aura le droit de gagner 1 an au moment de son départ à la retraite. Ça veut dire, pour mon exemple de tout à l'heure, c'est pas 66 ans, c'est 65. Parce que c'est ça la réalité. T'es vachement content, hein? Sauf que tu t'es cassé le dos, je sais pas quoi d'autre, pendant 20 ans. Et qu'en plus on justifie en disant, ouais mais à la fin peut-être si vous êtes encore en vie, vous gagnerez 1 an sur votre droit à la retraite. Mais du coup je fais rien par rapport à la pénibilité, parce que si jamais je résous la pénibilité, vous n'aurez pas votre année. Mes camarades, mais attendez, mais allez dans le sens contraire de ce que je suis en train de vous raconter, hein. Peut-être qu'un jour, ce sera moins pire que ton petit camarade qui lui avait un poste soi-disant moins pénible. Quant à l'égalité homme-femme, vous réglez le problème de l'égalité... Putain, merde, vous appliquez la loi. Vous réglez le problème de l'égalité homme-femme dans ce pays par application de la loi. Sur les droits du travail et sur le niveau des salaires, vous n'avez plus de problème sur la retraite. Là, on dit on va créer une discrimination négative sur les hommes, de manière à ce que ce soit un tout petit peu moins pire sur les femmes, parce qu'on les a discriminés pendant toute leur carrière. Donc ça justifie qu'on n'applique pas la loi sur le marché de l'emploi. Mes camarades, il n'y a aucune plus-value derrière pénibilité, égalité homme-femme ou je ne sais pas quoi d'autre, ou sur ce projet de loi. Il n'y a aucune plus-value. Il n'y a aucune plus-value. Par contre, pour tout le monde, il y a 41 annuités et demie à 43 ans. Ça, il n'y a pas de souci, mes camarades. Il n'y a pas de problème sur le régime des retraites. Il n'y a qu'un problème d'emploi. Il n'y a pas de problème de retraite égale pénibilité. Il y a un problème de pénibilité d'emploi. Il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme retraite. Il y a un problème d'égalité homme-femme emploi. Donc la seule et unique question, y compris sur les équilibres sociaux, c'est de permettre de retrouver de l'emploi. Et donc pour ça, ça nécessite de changer de politique économique, d'avoir le moteur de la croissance, et le moteur de la croissance en France, c'est 70% la consommation. Donc augmentation générale des salaires, mes camarades, et d'avoir de l'intervention publique, parce que dans un département comme le vôtre, qui est un département rural, et qui en plus malheureusement continue à perdre de l'emploi privé,
60 à 70% de l'emploi privé est directement dépendant de la commande publique, les marchés publics de l'État ou des collectivités locales. Donc, puisqu'il faut résoudre le problème de la croissance pour résoudre le problème de l'emploi, il faut une augmentation générale des salaires pour augmenter la consommation, et il faut de l'intervention publique, donc arrêter avec ces politiques d'austérité pour créer de l'activité. Les camarades, rapidement, très rapidement, compétitivité après austérité, c'est la notion de coût du travail. Alors les copains, ceux qui ont la chance d'avoir du travail, ça devient un luxe, vous êtes un coût. Vous coûtez pour la société. Cette notion de coût du travail n'a simplement aucun sens, sauf que ça sert de prétexte, c'est comme le thermomètre de tout à l'heure, ça sert de prétexte pour justifier 31 milliards d'exonérations de cotisations chaque année. Chaque année, le financement de la protection sociale perd 31 milliards d'argent qui sont laissés, salaires différés. Salaires différés, qui sont mis dans la poche des patrons, sans contrôle, sans conséquences, sans obligation. Et en parallèle, vous avez des exonérations fiscales. 140 milliards d'exonérations fiscales pour aider le patronat et soi-disant la création d'emplois, auquel vous rajoutez le CICE, vous avez entendu parler, le crédit d'impôt compétitivité emploi, financé par moins 10 milliards de services publics, plus 10 milliards de TVA que nous payons tous, même ceux qui ne sont pas imposables, et plus 3 milliards de taxes environnementales au titre de la sobriété, mes camarades. Donc on se retrouve dans une situation avec 20 milliards plus 140 milliards de cadeaux, sans conditionnalité. Vous faites des chèques à hauteur de 20 milliards au total aux entreprises, sans demander d'engagement sur l'emploi, sans même demander un maintien de l'emploi, et sans contrôle. Et moi je vous donne le résultat de dans 3 ans du CICE. Effet sur l'emploi, que dalle. On s'apercevra que ces chèques d'argent public ont servi à aller directement sur les dividendes et les actionnaires, ou à payer les déménageurs pour délocaliser. Et là, évidemment, on criera au scandale en disant que c'est une honte d'avoir des patrons voyous qui ont utilisé l'argent public, pas pour le maintien ou la création d'emplois, mais pour s'en mettre plein les fouilles ou pour transférer l'emploi dans des pays où le coût du travail est quasi nul. Parce que la logique de coût du travail, mes camarades, à ce stade-là, c'est le travail des enfants et le travail gratuit. Bien évidemment, ça s'appelle l'esclavagisme, mes camarades, on y revient. L'histoire de la Bretagne et l'histoire de l'agroalimentaire, mes camarades, on sait tous qu'en France, dans l'agroalimentaire, et ça depuis des années, on a recours à des boîtes d'intérim allemandes qu'on paye soi-disant au SMIC, mais qui rétribuent les travailleurs de pays de l'Est à 3 € de l'heure, qu'on fait venir dans des conditions pires que le bétail qu'on va finalement tuer dans ces abattoirs, qu'on les parque à une dizaine dans 2 mètres carrés pendant 15 jours, 3 semaines, qu'on les renvoie ensuite au titre de la directive détachement, mes camarades. On sait très bien tout ça. On sait très bien que le dumping social est permanent aujourd'hui en France, notamment dans la filière agroalimentaire. Et là, on joue les vierges effarouchées en s'apercevant que, oh là là, la filière va mal parce qu'il faut mettre un bonnet rouge et se mettre à tout faire péter et à faire péter des portiques, mes camarades. On est dans une situation absolument inadmissible parce que toute cette situation était connue depuis longtemps, sauf qu'on ne fait plus rien et on sera dans la même situation inadmissible de se rendre compte que le CICE a été détourné, comme les autres aides publiques, les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales qui ne sont jamais contrôlés et qui ne sont jamais conditionnalisés au maintien de l'emploi. Il y a un chiffre qui est génial, enfin une courbe qui est super. Vous regardez le niveau de chômage en 70, inexistant. C'est du chômage de respiration, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté globale, vous trouverez toujours un cas particulier pour retrouver de l'emploi. Il n'y a pas de chômage et il n'y a pas de chômage de masse. Il n'y a pas d'exonération de cotisation, il n'y a pas d'exonération fiscale. 40 ans après, 30 milliards d'exonération de cotisation, 160 milliards, 140 plus 20 d'exonération fiscale, niveau du chômage record. Efficacité géniale, sauf que nous, c'est nous qui payons. Et on paye plusieurs fois. On paye avec le cadeau aux entreprises en tant que salariés,
on paye avec moins de services publics, on paye avec le niveau de l'impôt qui va dans cette poche-là, on paye avec moins de cotisations pour notre protection sociale, et comme on a affaibli la protection sociale, et comme on a affaibli les services publics, on nous explique que si on veut encore un peu de services de santé ou un peu de services publics, c'est à nous encore une fois de payer vers un service privé pour essayer encore soit de s'assurer, soit de se déplacer dans des bonnes conditions ou je ne sais quoi, ou d'avoir l'éducation de nos gamins en école privée, mes camarades. Vous payez 5 à 6 fois au final pour aucun bénéfice en matière d'emploi. Tout ça au nom d'alléger le coût du travail. Mais le travail n'est pas un coût, c'est une richesse. C'est une richesse collective comme une richesse individuelle. Et ça nécessite de revenir aux fondamentaux sur le plan fiscal. Il n'y a pas besoin d'avoir cette espèce de grand soir fiscal qu'on nous annonce. Il y a une réforme fiscale qui doit redonner à l'impôt sur le revenu juste et progressif toute sa part, à supprimer les impôts indirects comme la TVA ou les taxes environnementales que nous payons tous, alors même lorsque on est à des niveaux de ressources et de recettes largement insuffisants. Il faut revenir aux fondamentaux, qu'on puisse bénéficier de la Sécu, qu'on puisse bénéficier des services publics selon nos besoins, mais que l'on ne contribue au financement de la Sécu ou au financement des services publics que selon nos moyens. Si je ne suis pas imposable, je ne paye pas l'impôt et donc les services publics. Par contre, j'en bénéficie autant que celui qui paye l'impôt sur la fortune. Ça s'appelle le pacte républicain. Ça s'appelle le fondement de notre République. Revenons à cette logique qui est qu'on bénéficie selon ses besoins, mais qu'on contribue que selon nos moyens au titre de cette solidarité. Ça nécessite aussi d'en finir avec la flexibilité. Alors la loi, Yves en a parlé tout à l'heure, c'est l'accord national interpro, l'ANI aime les sucettes, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Mes camarades, arrêtons avec ça. C'est pas l'ANI, c'est la loi du 14 juin. Mes camarades, 1000 PSE, le fait que demain, en signant un accord dit majoritaire dans l'entreprise, vous licenciez automatiquement, et c'est votre responsabilité syndicale, vous vous retrouvez à avoir licencié ceux qui ne veulent pas suivre cet accord dit majoritaire par respect de leur contrat de travail, licenciement sans motif économique et sans PSE. Même s'ils sont plus de 10. Application stricte de la loi. Et le patron, va voir tes syndicalistes. C'est lui qui a signé, mes camarades. Alors soyez prudents sur ces accords dits de compétitivité emploi ou de maintien dans l'emploi. Allez voir la Fédé, allez voir votre UD, allez voir sur le site de la Conf, blindez-vous et vous laissez pas avoir. Et au moment de signer, parce qu'éventuellement, oui, vous avez le flingue sur la tempe, mes camarades du secteur privé. Au moment de signer, revérifiez encore, faites une assemblée générale, revérifiez avec l'UD, revérifiez avec la fédération, revérifiez jusqu'au bout, parce qu'en matière de conséquences, vous pourriez avoir malheureusement au bout du stylo la responsabilité de suicide ou la responsabilité d'une situation individuelle absolument dramatique et sur laquelle on vous expliquera que c'est de votre faute. Je ne rentre pas dans le débat sur la flexibilité, je vous donne juste un parallèle de société. Mes camarades, l'ANI et la loi du 14 juin, la loi votée, quand vous serez en train de vous battre contre l'accord signé par les autres, de licenciement, de mobilité obligatoire, de baisse de salaire, et que le député avec son écharpe tricolore viendra avec vous sur les barricades pour vous dire je vous soutiens, juste un mot. Vous avez voté quoi le 14 juin ? Je ferme ma parenthèse. Mes camarades, la logique de l'ANI et de la loi du 14 juin, c'est de dire, c'est plus le code du travail, c'est plus l'accord de branche, c'est la négociation d'entreprise de gré à gré. C'est la création de la norme et du droit au niveau de l'entreprise, modèle anglo-saxon. Mes camarades, vous êtes payés au SMIC dans votre entreprise. Il y a un accord dit majoritaire d'augmentation du temps de travail. Par exemple, vous restez payé au SMIC mensuel. Vous êtes passé de 35 heures à 42 heures. Vous avez créé un SMIC horaire local d'entreprise, différent de celui de votre voisin, différent de celui de votre collègue de la même filiale à l'autre bout des départements. C'est plus le droit national, c'est plus le code du travail, c'est plus l'accord de branche, c'est la négociation locale de gré à gré. Là où on est le plus faible, ça veut dire que c'est plus le cadre national égalitaire, c'est la négociation de gré à gré, entreprise par entreprise, créatrice de droits et de normes. Décentralisation pour faire le parallèle.
Acte 3 de décentralisation, République des territoires, des politiques publiques par territoire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un territoire, mais mettons, par une région. Politique différente, sociale, de santé, de je ne sais pas quoi, d'une région à l'autre, mes camarades. C'est plus la politique publique nationale, c'est la politique locale, à l'échelle du département, du territoire. En Alsace, on ne savait plus ce que c'était. Je vous rappelle qu'on a appelé à voter non, et que de ce point de vue-là, heureusement, les Alsaciens ont dit non, et donc on dit oui à la République. On avait fait 2 meetings confédéraux, on avait pris nos responsabilités à l'unanimité du CCN, mes camarades. Faire ma parenthèse. Cette logique de République des territoires, de décentralisation à la carte, chacun ce qu'il fait ce qu'il veut, la décentralisation à la carte, c'est les inégalités au menu. Plus de politique publique nationale, des politiques locales. Plus de droit du travail, d'accords de branche, des accords et des normes d'entreprise, mes camarades. Vous inversez la hiérarchie des normes, l'égalité républicaine est terminée, mes camarades. C'est la loi de la jungle. T'es pas content dans ton entreprise, c'est que les délégués syndicaux sont mauvais, ils ont mal négocié. Il n'y a plus d'accord national. Il n'y a plus de cadre national. Tu n'es pas content localement de la loi sur l'emploi, eh ben tu ne revotes pas pour le président de conseil régional. Il n'y a plus de loi de la République. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas pour rien que l'égalité est au centre. L'égalité est au centre parce que c'est elle qui permet de quantifier ou de borner les éléments de liberté. C'est l'égalité qui tient l'intégralité du pacte républicain depuis des décennies, mes camarades, qui tient le pacte social de 45, qui tient la logique de la Sécu. C'est l'égalité républicaine qui garantit notre fonctionnement démocratique depuis plus de 300 ans, mes camarades. Là, on est en train petit à petit de rompre cette égalité républicaine, mes camarades. On est peut-être toujours en démocratie, sauf que ce que je disais tout à l'heure pose quand même question, mais de plus en plus, si vous fracturez l'égalité républicaine, vous n'êtes plus en République. Ça, mes camarades, c'est dans nos statuts confédéraux. Et en ce qui nous concerne, s'il doit rester qu'une seule organisation encore républicaine, ce sera nous et ce sera Force ouvrière. Je termine avec un seul mot, mes camarades. Mes camarades, revendiquez. La revendication est plus que jamais nécessaire. Ne vous laissez pas enfermer dans la soi-disant logique de la maîtrise des déficits publics. Mais qu'on ne peut pas faire. C'est la crise, mon pauvre monsieur. Il va falloir allonger la durée du travail sans rémunérer, baisser les salaires et faire de la mobilité forcée, mes camarades. Reprenez dans les entreprises, reprenez dans les administrations, reprenez dans les établissements les cahiers de revendications. Écrivez les revendications. N'ayez aucune crainte de ce point de vue-là. Montrez-les aux autres salariés non syndiqués, montrez-les aux autres organisations syndicales dans l'entreprise. La base de cahiers de revendication clairs, c'est ce qui nous permet de rester debout. La revendication, c'est ce qui nous permet de réunir, de construire le rapport de force. La revendication, c'est ce qui nous permet, d'une manière générale, de garder notre liberté et notre indépendance. Mes camarades, plus que jamais, revenez aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, ça s'appelle revendiquer. Faites-le savoir à l'extérieur, faites-le savoir au patron, faites-le savoir au préfet, faites-le savoir à la presse, faites-le savoir aux autres organisations syndicales. Et sur la base de revendications claires, n'hésitez pas à construire le rapport de force, éventuellement par des actions communes, mais encore une fois, sur la base de vraies revendications pour les intérêts moraux et matériels des travailleurs. C'est une nécessité en matière d'indépendance, mes camarades. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la force syndicale militante que nous incarnons, vive l'Union départementale Force ouvrière de la Meuse et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Je vous remercie, mes camarades. Est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait des personnes avec des questions particulières, en sachant qu'on va essayer de maîtriser un petit peu le temps, parce que Pascal, bon, on a encore une demi-heure, donc s'il y avait des sujets qui sont remontés, qui vous chagrinent, bah, en profiter pour interpeller Pascal, parce que je trouve que là, son intervention... donc voilà. Belle intervention. Non, t'as pas... Non. Non, moi ça me fait très bien, parce que le discours va à merveille de toute façon. Il va être peut-être vache, provocateur, mais je trouve dommage qu'au niveau le plus haut confédéral, on n'ait pas ce genre de discours quand on est à la télé ou dans les émissions. Voilà. C'est clair, net, ça veut dire. Tu comprends tout ce que je veux dire.
J'aimerais bien, moi. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Surtout cette semaine. C'est pas le jour. Surtout cette semaine. Personne prend la parole. Mais au-delà des politiques restrictives mises en place dans le privé, quelle est l'attention particulière de notre syndicat quant à la précarité qu'on génère nous-mêmes? Je fais allusion à toutes les entreprises prestatrices à laquelle on fait appel, et sous prétexte que les budgets sont bas, on accepte qu'on alloue des travaux et qu'on paye des travaux. L'organisation syndicale. On n'est pas attentif à l'appel qu'on fait sur les petites PME prestatrices, et on accepte, et je fais allusion principalement aux femmes de ménage, à tous ces corps de métiers qui souffrent déjà énormément. Et on sent, je m'oriente principalement vers le public, où là, on n'est pas vigilant, on n'a pas de budget, allez, il faut qu'on fait un appel d'offres, et on accepte des fois tout et n'importe quoi. Et pire, on a un petit agent qui est promu, il veut se la péter, et on accepte encore tout et n'importe quoi. Et on voit des femmes de ménage qui souffrent, on voit des ouvriers qui font du paysagisme ou je ne sais quelle autre activité qui souffre, et on ne peut pas dire qu'au niveau des remontées, que ce soit sur la Fédé ou autre chose, il y ait une attention particulière à ça. Alors certes, dans tout ce que tu as dit, tu as raison, il est évident que la politique d'austérité qui est mise en place, ça choque tout le monde. Maintenant, au niveau européen, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas. Enfin, c'est sûr que c'est facile à dire. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait demain pour convaincre ces pays que tu mettais tant en avant, qui ont accepté des choses qui les ont pris au plus mal? La Grèce est, à mon sens, un exemple encore à part, mais sans doute celui qui a souffert le plus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les convaincre? C'est ça. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi la télé, on n'entend pas ton discours? Je veux dire, moi, je suis pas bluffé, mais je veux dire, voilà le genre de propos et de discours qu'il faut tenir à la population française. Et effectivement, pourquoi on accepte aussi un corps syndical comme la CGT? Pourquoi on dénonce pas un CGT qui appelle à voter socialiste après tout ce que tu viens d'amener en avant? Pourquoi on dénonce pas tous ces faux jeteurs de lueur auprès des syndicats qui faussent la réalité du terrain et qui continuent à faire croire aux gens des choses qui vont les emmener vers... La Meuse souffre terriblement, la Lorraine souffre, et attention à ça, quoi. Et enfin, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, des grandes sociétés, moi je suis salarié Silor, vous connaissez la position des Silor à travers le monde entier, c'est une entreprise française qui se tient le mieux. Aujourd'hui, on sort des NAO, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais pourquoi c'est une catastrophe? Parce qu'il y a tellement de restrictions à travers le territoire français qu'aujourd'hui, une société qui était dite familiale hier se permet le luxe de serrer le partage des richesses. Et ça, c'est un indicateur qu'il faut prendre au sérieux. Très au sérieux. Alors, plusieurs points par rapport à ton intervention, en commençant par la fin. Sur les politiques de salaire, bien évidemment, l'augmentation générale des salaires, c'est une revendication cadre, ça ne se décrète pas, s'il suffisait de le demander. Voilà. Maintenant, l'État a une première responsabilité par rapport aux grandes entreprises, parce que vous entendez de plus en plus en NAO, regardez, l'État lui-même, il gèle la valeur du point d'indice pour 5,3 millions de fonctionnaires depuis maintenant plus de 4 ans. Donc pourquoi je ferais mieux que l'État qui, de fait, pour me faire comprendre, est en NAO 0, enfin en fait négative à chaque année avec l'inflation, au niveau de ses agents, d'une manière générale, sur les 3% de la fonction publique. Donc mes camarades, le premier levier de l'État et sa responsabilité, c'est dégel de la valeur du point d'indice, rattrapage des moins 16% de pouvoir d'achat depuis 2000 pour les fonctionnaires, coup de pouce au niveau du SMIC et des minima retraite, réel coup de pouce, parce que les moins 6% de juillet 2012, vous vous souvenez, c'était un avaloir sur janvier 2013. En fait, la réalité, une fois que vous étiez en janvier 2013, il n'y a pas eu de coup de pouce sur le SMIC depuis 5 ans. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'État. Il a 3 leviers. Le SMIC, le point d'indice et les minima de branche, environ 20%, qui sont inférieurs au SMIC. Ça, de par la loi, l'État a l'obligation de remonter les minima de branche au moins au niveau du SMIC. C'est la loi. Donc il utilise déjà les 3 leviers pour donner une tendance et permettre de justifier derrière
les augmentations de salaire, notamment dans des groupes bénéficiaires et à l'échelle des branches. Mes camarades, je suis désolé, hein, vous savez, le débat que j'hésite pas à qualifier de populiste, qu'on a encore entendu hier à cause d'une retraite chapeau, c'est scandaleux, dont acte, y compris les sommes en jeu, dont acte, vous seriez salarié en plus licencié d'une entreprise et vous apprenez que votre patron part à la retraite, celui qui vous a licencié avec un cadeau en plus de sa retraite de 21 millions ou même de 1 euro, vous seriez inévitablement scandalisé. Mais mes camarades, on va légiférer pour bloquer la rémunération des patrons. Mes camarades, baisser le plafond, ça n'a jamais fait augmenter le plancher, hein. Et ce qu'il faut faire, c'est augmenter le plancher. Mais au contraire, baisser le plafond viendrait justifier qu'on n'augmente pas le plancher. Donc c'est mes camarades, la première des réponses, c'est l'État, pour nous aider, nous, organisations syndicales, dans le cadre de la négociation collective, à obtenir de réelles augmentations de salaire, a fortiori sur les entreprises qui font des bénéfices et en plus qu'elles ne réinvestissent pas. Parce que du bénéfice non réinvesti, c'est de l'activité, mais le bénéfice non réinvesti, c'est des pépettes simplement à quelques-uns en matière de dividendes, c'est-à-dire au niveau des actionnaires. Donc oui, il y a une responsabilité de l'État, pas uniquement de l'État, on a aussi notre responsabilité du rapport de force et de la négociation, mais aussi là-dessus de l'État pour avoir cette augmentation générale des salaires. Sur les marchés dits syndicaux, moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est à nos structures, à la confédération, à la fédération, etc., de faire attention lorsqu'on travaille avec des prestataires. C'est-à-dire qu'effectivement, malgré les soucis qui sont les nôtres, à savoir, on n'a pas plus d'argent que ce que la cotisation nous permet de rentrer, hein, mes camarades, ça c'est une réalité tout simplement là-dessus économique, entre guillemets sur le plan syndical, qu'à tout le moins, on soit extrêmement vigilant sur les conditions de travail et à qui on s'adresse, c'est-à-dire que vraiment, on essaie d'avoir une réflexion, j'ai horreur du terme, mais c'est pour me faire comprendre, du mieux-disant, entre guillemets, syndical et social, avant de passer un bon de commande ou avant de travailler avec quelqu'un, parce que tout simplement, effectivement, si nous-mêmes là-dessus nous ne donnons pas l'exemple, ça nous reviendra à la figure comme un boomerang en nous disant, bien évidemment, vous faites n'importe quoi. Et je le dis à tous les niveaux, à commencer par la Confédération. Là-dessus, j'ai aucun état d'âme, bien évidemment, pour le dire. De toute façon, je ne vois pas qui pourrait soutenir l'inverse dans notre organisation. Sur le niveau européen, effectivement, j'en ai pas parlé. Vous savez que l'intervention syndicale au niveau européen, c'est la Confédération européenne des syndicats. Nous en sommes membres, FO, avec d'autres organisations syndicales françaises, pas toutes, et avec d'autres organisations syndicales de l'ensemble des pays européens. Donc, vous avez remarqué qu'il est très difficile de se mettre d'accord à 5 ou à 8. Donc, je vous laisse imaginer à l'échelle de la CES. Sans compter qu'une organisation syndicale, qui est complètement syndicale, d'un pays suédois, n'a rien à voir avec une organisation syndicale française. Tout simplement parce que la construction du syndicalisme, c'est pas nous les meilleurs par rapport à eux ou réciproquement. Hein. C'est simplement que là-dessus, on est sur du droit social, du droit constitutionnel et du droit républicain, si c'est une république ou démocratique, radicalement différent. Je vous prends un exemple. On nous dit en France, 8% de travailleurs sont syndiqués, c'est vachement faible. Ouais. Mais en France, quel est le pays où il y a le plus de statuts et de conventions collectives? 92% des travailleurs sont protégés par une convention collective ou un statut. La France. Parce que lorsque vous négociez, lorsque nous négocions organisations syndicales représentatives en France et que nous obtenons un accord, il s'applique à tous les salariés. Il ne s'applique pas à celui uniquement qu'à sa carte FO. Il s'applique à tous les salariés, bien évidemment. Dans un pays comme la Suède, ou même comme l'Allemagne, le syndicalisme gère certaines choses en matière de protection sociale qui fait que si tu n'es pas adhérent, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas de cotisation, tu n'as pas de droit à la sécurité sociale gérée par le syndicat qui en est le propriétaire. Et généralement, d'ailleurs, c'est un syndicat unique, mais qui a plusieurs fédérations. Évidemment que dans ces conditions-là,
Je veux dire, tu rentres dans la boîte et tu prends ta carte syndicale puisque c'est elle qui te donne droit à l'assurance chômage ou à plein d'autres choses en termes de mutuelle derrière. Sinon, tu n'y as pas droit. Donc évidemment, le taux de syndicalisation ne reflète pas la même chose. C'est pas du militantisme, c'est pas de l'adhésion au sens syndical. C'est simplement parce que tu peux pas faire autrement. C'est la Constitution, c'est le droit social de ce pays. Donc là encore, on compare n'importe quoi. Sauf que non seulement la construction du syndicalisme est différente, mais en plus, vous avez évidemment des syndicats qui ont des visions différentes. En France, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire une plateforme commune avec la CFDT qui soutient l'allongement de la durée de cotisation dans le cadre de la réforme sur les retraites et qui a signé l'ANI, qui est la mort en matière de droit du travail. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je ne vois pas de l'entreprise. L'entreprise, pour sauver le boulot, que tous les délégués syndicaux de la boîte se mettent en poste pour essayer de sauver les emplois, bah évidemment, ça se fait tous les jours. Je vous parle de l'aspect confédéral des choses, ou voire de temps en temps fédéral. Qu'est-ce que vous voulez qu'on revendique de commun avec la CFDT? On va dire le chômage, c'est pas bien. Ouais, bah super, ça vaut vachement le coup de se réunir pour dire le chômage, c'est pas bien. Le racisme, c'est pas bien. La guerre, c'est pas bien. Les morts, c'est pas bien. D'accord, ben oui, sauf que fondamentalement, sur les revendications syndicales, tout nous oppose aujourd'hui, eu égard à nos positions des uns et des autres. Donc à l'échelle de la CES, c'est extrêmement compliqué d'arriver à avoir une position de la CES. Elle n'est jamais unanime, elle est même déjà majoritaire de façon jamais consensuelle et très difficile à obtenir. Sauf que sur l'austérité. Sur Maastricht, par exemple, il était impensable au traité de Lisbonne que la CES condamne. Impensable. Sur le TSCG, le traité de rigueur qu'on s'est enquillé l'année dernière, vous savez, celui qui était inadmissible quand ils étaient dans l'opposition, avant les élections, le traité Merkozy, vous vous souvenez? Inadmissible. Inadmissible. On le renégociera. Pas une virgule de changer, en catimini, surtout pas de référendum. Les Français sont tellement cons qu'ils sont capables de voter non. On a déjà dû corriger au Parlement le choix des Français une fois, donc on va éviter de le faire une deuxième fois, pas de référendum, et on s'enquille, sans modifier une virgule, le TSCG qui grave dans le marbre toutes les politiques d'austérité que j'ai rappelées tout à l'heure, et qui rappelle que c'est bien l'Europe qui dirige les politiques budgétaires françaises, et non plus l'État souverain et le Parlement. Je ferme ma parenthèse. Sur le TSCG, pour la première fois, la CES prend une position ultra majoritaire de condamnation du traité. Vous allez me dire, ça n'a pas changé grand-chose. Oui et non. Parce qu'à partir du moment, moi je suis persuadé, alors j'ai pas mandat, là je vais vous dire un truc, je n'ai pas mandat puisque c'est fantasmagorique, mais je suis persuadé à titre personnel, en tant que militant, citoyen, tout ce que vous voulez, etc., que si le président de la République française, qui a été élu en mai 2012, avait dit à l'été 2012, avec sa nouvelle majorité, j'étais contre le TSCG, il y a 15 jours, j'étais contre le TSCG il y a 3 mois, je suis contre le TSCG, je ne l'applique pas en France. Premièrement, ça crée immédiatement un appel d'air dans les pays du Sud, quelle que soit leur majorité, pour dire ça y est, ça s'inverse. On a une tendance, on a moyen de... D'ailleurs, on ne se prenait pas la réforme sur les retraites, la MAP, etc., les conséquences que j'ai rappelées sur l'austérité. Mais il y avait une inversion de tendance, et pour le coup, la position de la CES devenait une position extrêmement forte. Je pense que là, il y avait une responsabilité que j'hésite pas à qualifier d'historique. Je ne parle pas sur un plan politique pour un homme ou une femme, je parle pour un État, d'appliquer concrètement et de dire « j'ai été élu pour ne pas valider le TSCG ». Donc je ne le valide pas. Et je mène les politiques économiques et sociales, après on les juge positivement, négativement, on revote pour lui, on revote pas pour lui, ça s'appelle la démocratie mes camarades, ça c'est la vie. Bon, mais j'applique la politique pour laquelle j'ai été élu. C'était un effet boule de neige et là pour le coup, ça nous donnait le coup de main au niveau de la CES pour aussi en plus appuyer le fait de dire tous les syndicats européens sont contre le TSCG et ça a généralisé, à mon avis, très largement cette position dans l'ensemble des États. Le dernier point, c'est on passe pas à la télé, mes camarades. C'est pas Force ouvrière qui décrète qui va passer à la télé. Évidemment que c'est une réalité. On passe plus facilement à BFM Business à 23h30 qu'au journal de 20h de TF1. Ça, c'est un constat et malheureusement une réalité. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Et oui, il n'y a pas que Force ouvrière qui tient ce discours-là.
Moi, il n'y a pas que Force ouvrière qui dit que les politiques d'austérité sont inadmissibles. Maintenant, on essaie de le dire et de le répéter chaque fois qu'on en a l'occasion, sauf que vous constaterez que, effectivement, sur l'émission de grands médias ou des choses comme ça, bah, c'est pas Jean-Claude qui est invité, mais c'est pas non plus d'autres économistes dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres organisations, quelles qu'elles soient, qui tiennent d'ailleurs de ce point de vue-là des positions similaires, c'est-à-dire refus de l'austérité. Par contre, vous payez toute la batterie des économistes, soi-disant, qu'on entend partout. On les croirait des ministres. Vous avez les chroniqueurs. On fait maintenant des émissions avec des chroniqueurs. Enfin, je veux dire, les chroniqueurs font des émissions de tendance. Mais ils représentent quoi, ces gens-là? Je veux dire, à part eux-mêmes. Il y en a même certains qui ne sont même pas journalistes, autoproclamés chroniqueurs. Vous avez des émissions entre chroniqueurs. Mais ils représentent rien, pas un courant politique. Sauf qu'ils sont tous dans une même logique, dans la pensée unique, générale, du néolibéralisme et du fait que oui, il y a un problème, qu'il faut absolument réduire l'endettement public en France, que oui, il y a trop de services publics et il y a trop de fonctionnaires, que oui, on ne peut plus vivre avec nos niveaux de protection sociale comme en 1945, parce que les temps ont changé, et que oui, c'est pas dramatique si maintenant on a des métiers industriels qui disparaissent, parce qu'il faut vivre avec son temps et faire en sorte qu'il y ait un peu de logique de décroissance, mes camarades. Ça, ceux-là, vous allumez votre téloche, ils sont partout. Vous allumez votre radio, ils sont partout sur les créneaux, 8h du mat, etc. et 18h. Ça, il n'y a pas de problème. Ces pseudo-économistes, certains d'ailleurs, quand vous regardez, ils sont autant économistes que moi. Ils sont autant économistes que moi. Et ils font la chronique économique du journal de je sais pas quoi, ou avec des cheveux ou pas, où ils font la chronique économique de tel JT le matin et tous les jours, mes camarades. J'ai rien dit. J'ai pas donné de nom. Donc, mes camarades, c'est extrêmement compliqué d'arriver à passer, mais c'est aussi pour ça qu'on a une responsabilité militante et une responsabilité de revendiquer, et une revendiquer à notre niveau de propagande de nos positions, de nos revendications, et de dire ces choses-là assez régulièrement. Moi, enfin, je me permets, madame, il y a une journaliste qui est dans la salle, je n'ai pas modifié mon propos parce qu'il y a une journaliste qui est dans la salle. La position que nous tenons là, c'est la même position que nous avons tenue avec Jean-Claude devant le Premier ministre lundi matin sur le débat sur la fiscalité, et c'est la même position que lui a tenue sur RTL, moi sur LCI, le midi en sortant de Matignon. Tout simplement parce que on raconte la même chose en interne à notre organisation, aux salariés qui ne sont pas syndiqués, aux journalistes, aux politiques, aux chefs d'entreprise. On a cette cohérence et cette politique qui n'est pas une position ou une posture d'apparence. Sauf que malheureusement, on est dans une situation où il est extrêmement difficile de se faire entendre au-delà du cercle militant, simplement parce que les vecteurs ou les rouages grands médias nous sont en général fermés, parce qu'ils savent d'ores et déjà que le discours que nous allons tenir, comme d'autres, je répète, ne sont pas les bons. Vous connaissez peut-être de nom, mais ça m'étonne. Enfin, peut-être vous connaissez un économiste qui s'appelle Askenazi. Vous connaissez peut-être de nom un économiste qui s'appelle Serdignac. Ce sont des économistes qui sont vraiment des économistes keynésiens et qui expliquent depuis des années le fait que les politiques d'austérité vont nous mener à la ruine des États, à la ruine sociale, à la ruine économique, à la ruine des emplois industriels et donc des emplois de service, parce que mes camarades, tout le monde le sait, il n'y a pas de service quand il n'y a pas d'industrie. C'est une évidence que tout le monde connaît par cœur dans le secteur privé, mes camarades. C'est une réalité tout simplement du monde économique. Donc ces gens-là, vous les entendez jamais. Jamais, jamais, jamais sur les médias. Donc on n'est pas maître de notre outil de communication. Là où par contre on peut se faire une autocritique, je le dis d'autant plus facilement qu'on y travaille, sur mandat évidemment de la CE, là où on n'est pas bon, c'est en matière de site internet. Notre site internet est pas correct, n'est pas très bon, et ce que tu dis sur l'aspect par exemple micromédias, petit flash, machin, etc., un confédéral, un fédéral, un copain d'un syndicat qui a une tribune, etc. Il faut qu'on fasse ce que fait très bien la CGT, je le dis sans aucun problème, sur son site, une sorte de FOTV. C'est-à-dire qu'on ait finalement une capacité d'avoir plein de petits flashs de délégués FO,
expliquant les revendications, expliquant leur position dans l'entreprise, dans un cadre un peu dynamique, sur le site confédéral, pour essayer de temps en temps de diffuser par le biais des liens internet, voire entre guillemets de temps en temps de faire le buzz. Il ne s'agit pas de faire le buzz pour faire le buzz, mais effectivement on a des choses à dire, et le fait d'arriver à les dire alors que tout le monde dit l'inverse, ça peut créer automatiquement la différence, et donc l'intérêt de les faire véhiculer et de les faire connaître. Donc ça, on a ce boulot-là au niveau du site syndical. Je profite du fait que tu aies abordé le problème du site internet. Donc ça, c'est un gros problème qu'on rencontre au niveau de la diffusion de l'information, j'allais dire à la base, notamment au niveau des anti-syndicaux, mais qui sont réceptifs à limiter les sympathisants potentiels. C'est que ce qui serait souhaitable, ça c'est ce que je souhaite à titre perso, mais au sens férié, c'est d'avoir un site fo.fr, un seul site, au sens technique, qui soit après diffusé. Parce qu'on perd une énergie considérable dans le site de Dameuse, qui est cité aujourd'hui, quand on voit le temps de travail que ça représente. Le nombre de sites de ce type-là qui existent, au niveau des fédérations, au niveau des UD, au niveau des syndicats, des syndicats alimentaires, etc., on a une perte d'énergie militante considérable. Et on a une perte d'infos en plus, parce que souvent on dit, c'est vrai, on peut dire souvent la même chose de façon différente, et parfois même ça se perd. Alors l'idée attention, enfin, on est à FO, liberté, indépendance de l'ensemble de vos syndicats et l'ensemble des UD, on y est attaché comme la prunelle de notre carte et du 12 timbres. Mais non, mais j'ai bien compris. Mais donc si tu veux, le fait qu'on ait un cadre relooké du site internet confédéral, déjà ce sera pas du luxe pour la confédération, mais en plus ça doit permettre d'avoir des coordinations, des harmonisations pour ceux et celles qui le voudront, et des liens de façon immédiate, si tu veux, et de simplification, que pour le grand public qui cherche forceouvrière.fr, il puisse trouver très rapidement le site, s'il existe, de son union départementale ou de la fédération qu'il concerne, et avec un portail d'entrée. Je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je dis que le site de la fédération, parce que moi le parallèle, moi je suis syndicat fonctionnaire, donc ce qui fait qu'on a un site gouv.fr. Je demande en face le fo.fr. Et après là-dessus il est démultiplié, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde ne se marche pas sur les pieds, mais il y a une organisation technique, et ce qui fait qu'il n'y a pas de perte en ligne. C'est-à-dire que quand il y a une information qui est publiée sur le site justice.fr, elle est diffusée au sens large. C'est plus difficile. Alors pour l'État, c'est plus difficile parce que si c'est l'État qui héberge le site syndical, voilà. Mais dans ce cas, il faut qu'on le crée. Voilà, il faut qu'on le crée. Parce que oui, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça fait partie de la réflexion, mais je te dis global sur l'outil Internet au niveau confédéral, pas uniquement 141 avenue du Maire. Moi, je veux venir en soutien aux camarades des Sealers. Alors, je ne sais pas si on ne se connaît pas. Donc, moi, je travaille pour une société d'assurance qui s'appelle AXA, qui est donc à la pointe du capitalisme. Parler comme ça. Et par rapport à... Enfin, nous, on estime, alors on est de Nanga James, qui est aussi... qui fait partie de Saint-Paléfo et qui est salarié d'AXA. Pour donner un peu la tendance, parce que je pourrais passer 2 heures à vous expliquer, mais on n'a pas le temps. Mais pour donner la tendance, quand le groupe AXA, l'UAP à l'époque, était nationalisé, donc c'était une entreprise d'État, il n'y avait pas un seul salaire dans le groupe qui était, il n'y avait pas de salaire au SMIC. Le salaire minimum, si on transposait aujourd'hui, ça serait quelque chose comme 2000 €, le salaire minimum. Et il y avait des forts salaires. Et bien sûr, il y avait des hauts fonctionnaires d'État qui gagnaient aussi beaucoup d'argent. Alors, moi, je considère, enfin, nous considérons, nous, au Saint-Paléfo, parce que plus personne n'en parle de ça, que nous faisons partie de la classe ouvrière. Moi, je suis un ouvrier. Je suis un ouvrier de l'assurance. Le seul truc que je vends, c'est ma force de travail par rapport à une compagnie d'assurance qui m'exploite. Et qui exploite tous les salariés. D'ailleurs, on le voit encore plus aujourd'hui, c'est que les capitalistes, donc la classe capitaliste, avec en première tête l'aristocratie financière, parce qu'il faut l'appeler comme elle s'appelle. Donc nous, notre patron, il s'appelle Henri de la Croix de Castres. C'est un noble. Et ce type-là, non seulement, alors là je fais le parallèle, non seulement il est en train de tuer la France, quand je dis la France, l'emploi en France, personne ne se pose de questions. Alors on parlait des médias, c'est des types qui manipulent les médias parce qu'ils ont une puissance financière, qui place leur type dans les médias. Personne n'en parle. Là, ce qu'on va vous dire dans les mois qui viennent, on va vous dire, bon bah écoutez, il y a trop de fonctionnaires en France. Aux ouvriers, hein.
on va monter, enfin les médias, les politiques aussi, ils vont essayer de monter les salariés du privé contre les salariés du public. Sauf que ce type-là, avec toute sa bande, parce que c'est des voyous, ça c'est vrai que c'est des voyous, avec toute sa bande, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de délocaliser au Maroc, en Inde. Ils ne supportent plus les salaires. Donc aujourd'hui, sur AXA, il y a presque 60% du personnel commercial, on est 4000 qui gagnent le SMIC, aujourd'hui. Alors que les richesses sont énormes. Mais ça leur suffit pas. Ce qu'ils veulent encore, c'est descendre les prix. Ils vont au Maroc, ils emploient des jeunes Marocains. Alors eux, l'image c'est, oui mais il faut qu'on développe le travail, il faut qu'on aide les Marocains, il faut qu'on aide les Indiens à se développer. Tout ça c'est de la foutaise. Ce qu'ils veulent c'est plus de profit. Et là, aujourd'hui, cette semaine, on vient d'apprendre que ce type-là, le patron d'AXA, et c'est pas le seul parce qu'il y a le numéro 2, c'est Duverne et compagnie, mais lui tout seul, il vient de se lever les stocks options, les fameux stocks options que tu dois avoir chez, pas toi, mais tes patrons des Silor, ils ont certainement aussi des stocks options, il vient de lever et vendre, parce que les options, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais il suffit de lever des options, donc il sort rien de sa poche le gars, ça c'est les marchés financiers, il achète des options à 10 €, enfin, il s'attribue, comme il est au conseil d'administration, des options à 10 €. Si le cours de bourse monte à 20 €, il exerce les options. C'est ce qui s'est passé là. Donc, il vient d'exercer les options, et écoutez bien, camarades, pour combien il en a vendu? 2 millions d'euros. 8 millions d'euros dans la semaine. Et c'est un type qui vient dire que le coût du travail en France, il est trop élevé. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, comme arme au niveau de notre syndicat dans l'assurance par rapport à ce genre d'individu? Alors, moi, je rejoins ce que disait Pascal tout à l'heure. Non, mais l'aristocratie financière, la question c'est quel est le meilleur rapport capital-travail pour ce genre d'individu? C'est très compliqué parce que non, mais attends, laisse-moi finir. Le problème avec des sociétés comme ça, c'est que tôt ou tard, elles vont te renvoyer la face, que si l'activité française reste calée, c'est parce que effectivement, ils exportent l'activité ailleurs qui a un coût moins cher. Ça, c'est l'argument classique. Mais ça marche pas. Oui, et ça marche pas, effectivement. Mais c'est là. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres problématiques. Moi, je parlais de mesures antisociales. Là, par exemple, pour parler des métallos, parce que le sujet, c'est ça. C'est s'attaquer à des vices de forme qu'on voit aussi dans le syndicalisme, malheureusement. On vient de revoir les conventions collectives de la métallurgie. On a quand même vu des écarts qui nous ont inquiétés, nous aussi. Et là, je te rejoins sur le fait que, attention à ne pas se faire avoir quand on est convié dans un accord de branche ou des choses comme ça, parce que quelquefois, en croyant bien faire, malheureusement, on génère une mesure antisociale. Mais pour parler des mutuelles, qui est un sujet quand même d'actualité aujourd'hui, il a été dit, et ça c'est une revendication syndicale qui a été dit, il n'est plus normal que chez les métallos, il y ait des salariés qui n'aient pas de mutuelle, et ça peut se si c'est compréhensible et normal. Par contre, en revanche, qu'est-ce qui se passe? On a pris des directives pour aller dans ce sens-là, mais on va générer une mesure antisociale, parce que certes, demain, peut-être que tous les salariés liés à la métallo auront une couverture mutuelle, mais il n'empêche qu'il faut le savoir, les mutuelles actuelles étant axées sur un contrat groupe, un contrat famille, les salariés auront une mutuelle demain, mais qu'adviendra-t-il de leur époux et épouse? Parce que là, pour le coup, c'est plus les salariés qui n'auront pas de mutuelle, c'est les époux et les épouses. Et on ne voit pas de grandes directives, de grandes alertes sur le sujet. Alors, des grands groupes comme le nôtre, on a une aisance sur la marge de manœuvre et on arrive à se protéger là-dessus. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que les petites PME, les petits groupes, où là, pour le coup, les salaires sont quand même assez bas, et ben, les conjoints et conjointes se voient avec des mutuelles, et vous savez l'impact que ça a sur le pouvoir d'achat, parce qu'il faudra forcément en prendre une ailleurs, voire même si on peut en prendre une ailleurs. Donc prudence dans nos revendications, au même titre que ne créons pas de la parité. Adhérons à FO et vous aurez une mutuelle. Mais juste quand même le fond du problème, parce que si on laisse, s'il vous plaît. Si on laisse la classe capitaliste, on va l'appeler comme ça, parce que Pascal Pavageau l'expliquait tout à l'heure, mais tout ce qui se fait au niveau de l'Europe par rapport au marché financier. Il a parlé de Dexia. Dexia, c'est quoi? C'est des financiers qui ont monté des subprimes, des crédits pour des personnes américaines
il savait très bien en vendant ses crédits, puisque les Américains gagnaient l'équivalent de 500 €, quoi, on va dire à peu près, enfin c'était 500 $, il savait très bien qu'en faisant ce système, ces Américains, donc ils achetaient des maisons sur 20 ou 30 ans ou 40 ans à crédit, mais à des taux d'usurier de 12 et 15%, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas rembourser. Et pour ne pas mettre le risque sur les États-Unis, ils ont mis les surprimes là, dans des lots, et ils ont vendu ça à des banques européennes, des banques japonaises, et c'était avec les agences de notation, c'était noté AAA. Ils ont toujours la même méthode, c'est-à-dire que eux, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le meilleur rapport capital-travail pour eux, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, l'esclavagisme. C'est des types qui, il y a 200 ans, c'était les mêmes. C'était les mêmes. Nous, qu'est-ce qu'on a comme force par rapport à ces types-là? Alors en plus, on a plein de bâtons dans les roues. Dans le privé, nous, on a la loi de 2008, les fameux 10%. Si tu ne fais pas 10% dans la boîte, tu disparais. Parce qu'une fois que tu ne les fais pas, on le voit, nous, la CFTC, elle a disparu, elle est morte. Plus jamais elle reviendra. Donc on n'a que cette alternative, donc des revendications claires et précises, et puis de se développer et d'essayer à un moment ou à un autre de créer le rapport de force. Moi, je vais vous donner la position de notre syndicat. Nous, on a mis dans nos résolutions, là, la renationalisation de toutes les compagnies d'assurance, de tout organisme financier. Pourquoi? Parce que Dexia, ils ont non seulement bouffé des milliards, Pascal tout à l'heure parlait de 6,5 milliards, c'est vrai, mais les créances pourries qu'ils ont dans leur compte, voilà, c'est 120 milliards. Et l'État, ils sont engagés sur 63 ans à hauteur de 2 milliards par an à les rembourser. Mais les 2 milliards là, ça vient s'ajouter à la dette du pays. Celle qu'on doit rembourser, celle que tous les citoyens doivent rembourser. Ça, c'est pas acceptable. Mais en attendant, le patron de Dexia, il s'est fait payer, enfin il s'est, avec ses complices, enfin, moi j'appelle ça des complices, avec les administrateurs, il s'est voté une retraite chapeau. Le groupe est en faillite. Le groupe est nationalisé de fait parce qu'ils sont en faillite. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus de fric et qu'il y a des milliards de dettes, c'est l'État français et belge qui a nationalisé ce groupe. Mais en attendant, le patron de Dexia, là, eh ben, il est tranquille. Le type, à l'heure d'aujourd'hui, là, il se prend une retraite chapeau, et aucun politique n'a remis ça en cause, ni français ni belge, puisque le groupe est franco-belge, de 500 000 € par an. Le type, il perçoit aujourd'hui 500 000 € par an. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive, nous, à notre niveau, et là il va falloir de la conviction et du combat, et bien fédérer. Parce que tous les autres, nous, on le voit dans la société, la CGT, elle est en train d'éclater d'ailleurs, on vient d'apprendre là. Elle éclate sur AXA, la CGT. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas rentrer, mais il y a le chèque syndical, c'est-à-dire que Claude Bébéard, le patron historique, il l'appelle le parrain du capitalisme, il a mis en place le chèque syndical, donc il l'achète en fin de compte. La contrepartie, c'est qu'il donne du pognon au syndicat et il signe tous les accords pourris. Nous, on a toujours refusé ce chèque syndical. Sauf que la CGT aujourd'hui, dans AXA, il y a deux orientations. On n'est pas blanc non plus. Ouais, et il y en a une qui vient de craquer. Qui vient de craquer parce que par intérêt personnel, alors t'as ça aussi. T'as des syndicalistes, ils ne représentent pas les salariés. Il a dit tout à l'heure, voilà. Il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit que le nerf de la guerre, c'est le pouvoir d'achat. Ouais, et je finis là-dessus parce qu'il doit partir. Donc comme au niveau de la CGT, ça, ils éclatent, donc ils disparaissent. Et nous, enfin, en tout cas on le pense, hein, parce que AXA c'est quand même 15 000 salariés en France, ça fait pas rien, hein, qui sont encore en France, même s'ils délocalisent. Il y a 10 ans ou 15 ans, c'était 25 000 salariés. Donc il y a déjà 10 000 emplois qui ont disparu à cause aussi de création, enfin de délocalisation. Donc nous, en tout cas dans notre syndicat, ce qu'on veut, et on lâchera, on va essayer parce que c'est très difficile, mais ce qu'on veut, c'est fédérer tous les salariés du groupe, enfin en tout cas être majoritaire à un moment donné, et inverser la tendance. Tu dois y aller. Je vais ouais. Excuse-moi, mais déjà 100% d'accord. Et par rapport à ce que tu dis, mes camarades, tout à l'heure, je ne l'ai pas redit parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure, mais oui, dans le cadre des revendications, le mot nationalisation, c'est pas un gros mot, mes camarades. On n'a pas à être frileux par rapport aux revendications confédérales. On n'a pas à avoir la revendication honteuse.
On n'a pas à adapter la revendication. La revendication, effectivement, des fois ça peut être temporaire, mais ça peut être absolument aussi permanent. C'est nationalisation, c'est re-régulation, c'est re-contrôle, re-réglementation de la finance, des marchés financiers, etc., qui est absolument nécessaire. L'esclavagisme, ça paraît un mot extrêmement fort, mes camarades, sauf qu'aujourd'hui, il y a 200 ans, il y a 300 ans, l'esclavagisme, on prenait des hommes et des femmes de force pour les envoyer sur les lieux de l'esclavage. Aujourd'hui, avec la notion de coût du travail, on envoie l'esclavage là où il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire, on va toujours plus loin en les laissant parquer chez eux, mais en abaissant le coût du travail. Le bout du bout, effectivement, c'est les dictatures chinoises ou autres, effectivement, vous avez du travail gratuit. Ce mot peut paraître compliqué. Je me souviens à Bignan, il y a 2 ans, c'est dans les Côtes d'Armor, les camarades avaient fait un meeting avec plus de 500 personnes de la filière agroalimentaire. Ils avaient parlé d'esclavagisme. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu dans la presse sur le fait qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, la démonstration, elle éclate au grand jour au travers de ce qui se passe en Bretagne, au même endroit. Tous les élus, même les responsables de l'État, même les ministres de la République vous disent la directive détachement est insupportable, on est face à une situation de véritable esclavagisme organisé. Ben oui, c'est la réalité. On n'a pas à avoir la revendication honteuse. Et syndicalement, on a à revendiquer, parce que c'est la première étape du rapport de force. C'est la première étape de l'unité d'action pour établir le rapport de force. Si vous n'établissez pas de rapport de force par la grève, par la manifestation, par ce que vous voulez après, ça c'est l'action. Si vous n'avez pas un cahier de revendications extrêmement clair et qui vérifie d'ailleurs qu'il est partagé par les autres salariés, par les travailleurs de cet endroit-là. Enfin, dernier mot, dans ce cadre-là, mes camarades, la notion même de classe ouvrière, la notion même de lutte des classes n'est pas une délimitation politique. C'est la réalité sociale, c'est la réalité syndicale. Lorsque, dans notre congrès confédéral, on remet la charte d'Amiens de 1901 en préambule, entre guillemets, de la résolution générale de la Confédération, c'est pas un vague souvenir, etc. C'est parce que si vous lisez la charte d'Amiens, vous pouvez y aller, c'est très court. Je veux dire, elle est d'une prégnance et d'une réalité totale. Le niveau d'esclavagisme ou d'exploitation de la classe ouvrière était évidemment différent, par exemple, du temps des mines, etc. Mais mine de rien, avec la filière agroalimentaire, on est dans une situation tout à fait similaire. Les patrons ne sont pas les mêmes. La part, ils sont de plus en plus financiarisés, ils sont moins aristocrates, mais c'est strictement la même chose au bout du bout. Ça s'appelle de l'exploitation. Donc c'est notre responsabilité de ne pas avoir la revendication honteuse. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé d'y aller. Je te remercie Yves et je vous remercie. Et puis vraiment, je veux dire, ça paraît très, très, très ballot entre nous de le dire, mais vraiment, j'insiste là-dessus, revendiquer, parce que c'est vraiment le seul moyen que nous avons d'être encore debout demain et de pouvoir gagner du terrain, de pouvoir gagner sur nos revendications et de pouvoir permettre à d'autres salariés de venir sur une position claire. C'est pas pour les beaux yeux ou les belles couleurs du logo de Force ouvrière, c'est sur la base de revendications claires pour l'ensemble des travailleurs. Maintenant, je m'excuse, mais vraiment, j'y vais. À bientôt.